Salut, j'espère que vous allez tous très bien. Un petit message pour vous rappeler qu'on se pose et on cause est toujours un podcast indépendant. Du coup, la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir, c'est vous abonner, si c'est pas déjà fait, et mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute préférées. Vous pouvez aussi donner votre avis sur l'épisode, continuer la réflexion ou me corriger si besoin, tout en restant respectueuse dans l'espace commentaire. Et puis, n'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux autour de vous. Évidemment, ça me fera plus d'écoute, mais ça lancera aussi des discussions animées avec vos proches. Et pour celles qui veulent vérifier ce que je dis ou aller plus loin, je vous rappelle que mes sources sont toujours indiquées dans la description de l'épisode. Et sur ce, bonne écoute! Et la France, c'est pas ça. La France, ça doit pas être ce truc où on monte les uns contre les autres pour garder les privilèges de quelques-uns. Le patriarcat préexistait au capitalisme, donc il peut lui survivre. La France, elle est vraiment au bord d'une maladie qui est le fascisme. L'escroquerie, c'est qu'on a fait prendre l'extrême droite pour la droite et la gauche pour de l'extrême gauche. Pour moi, on ne peut plus parler d'inaction climatique, mais d'action délibérée, de destruction du vivant. On parle de désirabilité depuis avant, on n'est pas à la Fashion Week. Là, le sujet, c'est très très simple. C'est la dignité des gens. Si nous, on nous répète tout le temps, toujours, qu'on n'est pas ici chez nous. Pourquoi il y a des hommes déguisés en femmes? Faut répondre quoi à ta gamine de 9 ans? Que c'est une personne qui prône la paix avec des cheveux longs. On se pose et on cause. Le podcast qui donne la parole à ceux qu'on entend le moins. Notamment les jeunes. Et qui vulgarise les sujets politiques du quotidien. Pour moi, le RN, c'est un parti qui est conservateur, raciste et fasciste. Leurs idées, c'est le rejet de l'autre. Au-delà de ça, une grande mascarade, tu vois, parce qu'au final, ça se donne des grands airs et ça enfile des costumes et tout. Mais on sait tous très bien que c'est des personnes qui sont souvent peu compétentes. Mais au final, c'est que du vide derrière, tu vois. Parce que c'est un cercle d'amis et donc tous ils se pistonnent. Ils sont malhonnêtes vis-à-vis des gens, quoi. L'hypocrisie, beaucoup d'hypocrisie. Et ils ne disent pas le fond de leurs pensées. C'est vraiment, pour moi, ça repose sur la désinformation. Alors après, médiatiquement, je trouve qu'on leur donne une importance qu'ils n'ont pas vraiment dans la pensée des Français. Et on voit au fil des années que ce parti prend de plus en plus de voix et qu'il est pris beaucoup trop à la légère par tous les autres politiciens et par les médias en général, et même par les électeurs qui pensent que c'est pas très dangereux, que c'est un parti qui est cool. Encore une fois, l'impact, c'est que c'est très difficile à débunker. Non, en soi, c'est pas difficile à débunker, mais ça prend du temps. Le RN, médiatiquement, il est plutôt mis comme un parti qui est plutôt sympa, qui est cool, qui est pour la France, qui va, s'ils viennent au pouvoir, c'est un parti qui va avoir des bienfaits sur la France. Mais aujourd'hui, c'est très dur, je trouve, de vouloir contredire quelqu'un qui est vraiment convaincu du bien fondé du projet du RN. Et c'est assez inquiétant, parce que c'est un parti donc, qui est vraiment dangereux, qui veut la soumission, qui souhaite prendre le pouvoir sur tout le monde. Et pour moi, c'est un parti qui est potentiellement, s'il prend le pouvoir, qui sera un parti qui mettra une dictature en place. En regardant l'analyse de Qu'est-ce qu'on lit consacrée à ce que je cherche, le livre de Jordan Bardella paru en 2024, j'ai été un peu étonnée par certains extraits. Jordan Bardella, il écrit par exemple qu'il ne s'est jamais senti de proximité intellectuelle avec l'héritage politique de l'extrême droite. Il explique aussi avoir été impressionné par Marine Le Pen lors de son débat avec Jean-Luc Mélenchon en 2002, ajoutant qu'à l'époque, il ignorait tout de l'histoire du parti, ses fondateurs et même Jean-Marie Le Pen. Enfin, il exprime sa fatigue d'être constamment ramené à cette étiquette d'extrême droite invoquant un passé qu'il n'a pas connu. Ce qu'il a écrit en vrai de vrai, j'y crois moyen, mais et si je le croyais? C'est vrai quoi, peut-être qu'il savait pas. Peut-être qu'il croyait que c'était un parti comme les autres, un parti ni de gauche ni de droite, anti-élite, proche des Françaises et de leurs préoccupations. C'est vrai quoi, c'est plutôt comme ça que le parti est décrit par ses partisanes et par les médias, non? De mon côté, j'avoue que c'est peut-être un peu puéril, mais j'essaie toujours de rappeler d'où vient le Rassemblement National. J'essaie toujours de trouver le moyen de glisser une phrase pour rappeler son passé, ses liens avec le nazisme, la colonisation, la collaboration. Il m'arrive, même parfois, souvent, de parler de Front National ou de parti fasciste. Du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer, peut-être aussi expliquer à Jordan Bardella, on sait jamais, s'il passe par là,
Pourquoi je pense que c'est important ? Pourquoi c'est important de connaître le passé du Rassemblement national ? Pourquoi c'est important d'utiliser les bons termes, de ne pas se faire avoir par leur stratégie de normalisation et de banalisation ? Parce que non, le Rassemblement national, c'est pas un parti comme les autres. C'est un parti, entre autres, fasciste dangereux, et je vais vous montrer pourquoi. Voilà, en gros, je vais vous donner plein d'arguments pour que vous puissiez dire que le Rassemblement national peut être qualifié de parti fasciste sans problème. Pour la forme, j'ai décidé de diviser l'épisode en 2 grandes parties. La première sera consacrée au fascisme, son histoire, et ses définitions. Et la deuxième partie portera précisément sur le Rassemblement national. Avant de commencer, je voudrais juste clarifier une petite chose. Dans cet épisode, je vais parler du Rassemblement national en tant que parti. Je ne pointe pas du doigt les électoristes, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce que je veux, c'est plutôt parler du parti, de sa structure, ainsi que de son idéologie. Pour lancer cette première partie, j'avais envie de vous lire un passage de l'article de Philippe Villon-Dury, paru dans le 2e numéro de la revue Fracas. Le journaliste écrit, je cite, « Assistons-nous au retour du fascisme ? Pour les uns, la réponse ne fait aucun doute. Pour les autres, le mot de fascisme n'aurait plus aucune substance. D'ailleurs, nous disent-ils, on voit bien qu'il y a peu de ressemblance entre un Jordan Bardella cravaté et un Waffen-SS botté. Nul besoin pourtant que le néofascisme soit un duplicata du fascisme du XXe siècle. Celui-ci émerge, en tant que force historique, d'une époque particulière et d'une crise qui détermine sa forme. L'historien du fascisme, Robert Paxton, nous adressait ainsi cette mise en garde il y a tout juste 20 ans. Le fascisme du futur n'aura nul besoin de ressembler trait pour trait au fascisme classique. Un mouvement qui, dans une société en proie à des troubles, voudrait se débarrasser des institutions libres afin d'assurer les mêmes fonctions de mobilisation des masses pour sa réunification, sa purification et sa régénération, prendrait sans aucun doute un autre nom et adopterait de nouveaux symboles. Il n'en serait pas moins dangereux. C'est un passage que j'aime beaucoup et avec lequel je suis assez d'accord. En fait, je pense que quand on prononce le mot fascisme, la majorité des gens pensent à raison au nazisme, à Hitler, et parfois à Mussolini et au fascisme italien. Et évidemment que ces systèmes, ces personnalités peuvent et doivent être qualifiés de fascistes. Ce sont des exemples concrets de ce que peut être ou a été le fascisme. Toutefois, ce ne sont pas les seules illustrations du fascisme. Le fascisme, il peut prendre différentes formes. Et peut-être que c'est un peu confus, alors je pense qu'il est temps de définir le fascisme. Pour moi, le mieux, c'est de revenir aux sources du fascisme, donc en Italie, non pas avec Mussolini, mais plutôt avec Umberto Eco. L'auteur italien, il a bien connu le fascisme dans son enfance, et en 1995, il prononce un discours pour les 50 ans de la libération de l'Europe, discours qui a ensuite été édité en un livre intitulé « Reconnaître le fascisme », que je vous conseille fortement et qui est dispo en ligne gratuitement. Bref. Umberto Eco, il explique que le fascisme primitif, éternel, l'urfascisme comme il l'appelle, il est toujours autour de nous, parfois même en civil. Il ajoute, et c'est pour ça que le texte est selon moi toujours actuel, que l'urfascisme, il est susceptible de revenir sous les apparences les plus innocentes. Mais du coup, s'il est partout, caché, toujours autour de nous, comment reconnaître le fascisme ? Umberto Eco y donne une bonne dizaine de critères qui, ensemble, créent le fascisme. Déjà, il y a une forme de conservatisme, un culte de la tradition historiquement opposé aux avancées du savoir. L'idée, c'est que la vérité, elle a déjà été prononcée, elle a déjà été énoncée, et que c'est comme ça, point barre. Dans le même registre, il y a le refus de ce qu'on appelle communément le modernisme, le progressisme. Ensuite, il y a l'irrationalisme, qui dépend du culte de l'action pour l'action. En gros, l'idée, c'est que penser affaiblit. Par conséquent, la culture, puisqu'elle est identifiée comme une attitude critique, le monde intellectuel en général, il est considéré comme suspect, il est critiqué constamment par les, entre guillemets, intellectuels fascistes. Le 4e point d'Umberto Eco, il est super simple. L'urfascisme, il ne supporte pas la critique. Pour l'urfascisme, le désaccord, il est synonyme de trahison. D'ailleurs, le désaccord, c'est un signe de diversité et donc ça va à l'encontre du consensus recherché par l'urfascisme. Ce consensus, il est exploité, exacerbé
par la peur des autres, des soi-disant intrus de la différence, et donc en d'autres mots, l'urfascisme, il est par essence raciste. Aussi, l'urfascisme, il naît de la frustration individuelle ou sociale. Ce critère, il s'est confirmé historiquement par l'appel aux, je cite, « classe moyenne frustrée, défavorisée, par une crise économique ou une humiliation politique épouvantée par la pression de groupes sociaux inférieurs. À notre époque où les anciens prolétaires sont en passe de devenir la petite bourgeoisie, le fascisme puisera son auditoire dans cette nouvelle majorité. » Fin de citation. Je trouve que c'est assez parlant. Umberto Eco, il évoque également le nationalisme. En gros, ce qu'il dit, c'est que l'urfascisme, il promet aux individus qui n'ont, entre guillemets, aucune identité sociale, qui jouissent en fait d'un privilège singulier, celui d'être nés dans le même pays. Et pour bien construire ce mythe national, l'urfascisme, il désigne un complot, des ennemis, développant par la même occasion un sentiment de siège chez les sympathisantes. En d'autres mots, l'urfascisme, il attise la xénophobie. Ensuite, dans un régime fasciste ou urfasciste, les sympathisantes doivent se sentir humiliées par l'ennemi, sa force et sa richesse. Paradoxalement, et c'est pour ça que c'est pas très logique, les sympathisantes doivent aussi être convaincues qu'elles peuvent vaincre leur ennemi. Dans la continuité de ce critère, pour l'urfascisme, il n'y a pas de lutte pour la vie, mais plutôt une vie pour la lutte. Le pacifisme, il est mauvais parce que 1. La vie est une guerre permanente, et que 2. Le pacifisme, c'est sympathiser avec l'ennemi. En gros, pour qu'il y ait fascisme, il faut une guerre, contre quelque chose ou contre quelqu'un. Umberto Eco, il explique aussi que l'urfascisme, il vante l'élitisme populaire, rejetant donc l'élitisme aristocratique, bourgeois, appelez-le comme vous voulez. Construit contre les élites traditionnelles, l'urfascisme, il construit sa propre forme d'élitisme basée sur le, entre guillemets, peuple le meilleur du monde, mais aussi et surtout sur ses sympathisantes présentées comme moralement et intellectuellement supérieures car loyales. Dans cette perspective, les sympathisantes sont éduquées en devenir de futurs potentiels héros ou héroïnes. Ce culte de l'être exceptionnel, il est intimement lié à une culture de la mort présentée par l'urfascisme comme une récompense à une vie héroïque. Et par son culte de l'héroïsme, de la guerre, du martyr, etc., l'urfascisme, il est aussi machiste, rejetant les femmes et les sexualités non hétérosexuelles. Umberto Eco, il explique aussi que l'urfascisme, il se fonde sur un populisme qualitatif. En gros, ça veut dire que les individus, ils n'ont pas de droits individuels, mais ils forment un tout, un bloc monolithique qui exprime une soi-disant volonté commune. Mais en fait, comme c'est pas vraiment possible qu'on ait tous la même volonté commune, le ou la leadereuse sert d'interprète. Les individus deviennent alors une fiction théâtrale seulement appelée pour jouer le rôle du peuple. De ce fait, l'urfascisme, il s'oppose au gouvernement parlementaire et comme le dit si bien Umberto Eco, chaque fois qu'un politicien émet des doutes quant à la légitimité du Parlement, parce qu'il ne représente plus la voix du peuple, on flaire l'odeur de l'urfascisme. Enfin, le dernier critère défini par l'auteur, c'est la novlangue, c'est-à-dire un lexique pauvre pour limiter les instruments de raisonnement complexes et critiques des individus. Pour résumer, selon Umberto Eco, le fascisme ou l'urfascisme, il naît de la frustration, de l'humiliation des individus, et avec son lexique limité, c'est un doux mélange entre le conservatisme, l'irrationalisme, le culte de l'héroïsme, le racisme, le nationalisme, le machisme, la guerre permanente, l'élitisme populaire, le populisme qualitatif et le refus du modernisme ainsi que de la critique. Maintenant qu'on a cette longue définition du fascisme, je vais rapidement débunker 2 fausses idées. Déjà non, le fascisme ce n'est pas une création de la gauche. En fait, le concept de fascisme, il a été inventé par Mussolini. Mussolini, c'est un homme politique italien qui, a commencé son militantisme au sein du Parti socialiste italien. Néanmoins, en opposition avec la ligne pacifiste et internationaliste du parti, il en est exclu lors de la Première Guerre mondiale.
Donc non, Mussolini, lorsqu'il développe le concept de fascisme, il n'est plus de gauche. Dans le même style, non, Hitler, il n'était pas communiste. Bon, déjà parce que le régime fasciste nazi, il soutient une politique pro-patronat, une politique d'armement rapide, donc une politique plutôt conquérante et capitaliste. Aussi, pour faire le lien avec Umberto Eco et ses différents critères de définition du fascisme, le nazisme, il développe ce que Johann Chapoutot appelle une martyrologie. Ensuite, le régime nazi, il souhaite l'éradication du marxisme, la destruction des syndicats, des sociodémocrates et des communistes. D'ailleurs, pour les nazis, la lutte de classe, elle n'existe pas. C'est une invention marxiste qui masque la réalité de la lutte des races. Enfin, le régime nazi, il utilise à l'époque des références de gauche pour attirer des sympathisantes. Ces références, ce sont des leurres sémantiques, c'est du marketing politique. Finalement, le fascisme nazi, tout comme le fascisme italien, ne sont pas des exceptions de l'histoire. Ils s'inscrivent plutôt dans la continuité d'une histoire européenne. En effet, le développement des fascismes dans l'entre-deux-guerres, il ne peut se concevoir sans les crises politiques, sociales et économiques qui frappent les sociétés européennes à cette période-là. Pour le dire autrement, les différents fascismes dépendent de l'histoire nationale mais aussi de la conjoncture internationale, économique ou géopolitique. Maintenant, aujourd'hui en 2025, est-ce qu'on peut encore parler de fascisme ? Pour Ugo Paletta, il serait plus juste de parler d'une continuité entre les fascismes historiques et les néofascismes actuels. En effet, il est important pour les partis néofascistes d'aujourd'hui de se distancer des fascismes d'hier, notamment de leur dimension violente et paramilitaire. Évoluant dans des contextes différents, les néofascistes s'appuient notamment sur des États ainsi que des outils de surveillance et de répression beaucoup plus puissants qu'auparavant. Néanmoins, Ugo Paletta, il explique aussi que les fascistes et les néofascistes partagent des projets similaires, c'est-à-dire la régénération d'une communauté fantasmée au travers d'une vaste opération d'épuration, de purification qui libérerait la nation des minorités artificielles. Ainsi, les fascismes, tout comme les néofascismes, ils ont besoin de se construire un ennemi, réel ou imaginaire, intérieur ou extérieur. Bref, cet ennemi, il est essentiel pour mobiliser, pour que le nationalisme y devienne une véritable force sociale et matérielle. Enfin, Ugo Paletta, il analyse aussi le contexte dans lequel prospèrent les néofascismes. Il souligne l'importance de la mondialisation capitaliste qui bouscule les équilibres socio-économiques nationaux et abîme les conditions de vie des travailleuses. Il montre aussi que les néofascistes, tout comme les fascistes avant LE, elles se présentent comme une troisième voie, comme la seule solution capable de défier le système en place, de rétablir l'ordre et la loi. Alimentant une peur du déclassement social, une angoisse civilisationnelle ainsi qu'un ressentiment racial, les fascistes ainsi que les néofascistes s'opposent aux luttes collectives qui, d'après eux, mettent en péril l'ordre social et les soi-disant hiérarchies naturelles. Ces liens entre fascisme et néofascisme, je les trouve assez intéressants et franchement, je vous conseille vivement les travaux d'Ugo Paletta, que je trouve plutôt accessibles pour un sociologue. Entre ses bouquins, son podcast ou ses prises de parole, franchement, je suis sûre que vous pouvez trouver votre bonheur. Toutefois, je crois que je suis pas vraiment convaincue par l'usage du préfixe néo. En fait, j'ai du mal avec cette tendance à coller un néo devant des concepts anciens. Pour moi, la nouveauté qu'induit le préfixe néo, elle suppose une rupture. Et dans notre cas, elle suppose une rupture avec le fascisme. Or, je pense pas qu'on puisse réellement parler de rupture, mais plutôt de continuité. On a, selon moi, plutôt cherché à tourner la page, à cacher toutes les horreurs commises lors de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pas une critique en soi, je pense que les sociétés européennes de l'époque, elles ont cherché à avancer, à disons passer à autre chose, à construire une mémoire collective apaisée, une reconstruction sans analyser les systèmes politiques et économiques qui ont permis l'avènement des régimes fascistes. Et je pense que c'est ça qui a manqué et qui manque toujours.
c'est l'analyse, la compréhension de comment et pourquoi les régimes fascistes ont gouverné l'Europe au XXe siècle. Historiquement, c'est quand même des gens qui sont à l'origine d'énormes massacres. Non, pour moi, le RN n'est pas un parti comme les autres. Non, je pense que le RN n'est pas un parti comme les autres. Des fois, lors des interviews, lors de leurs sorties médiatiques, il y en a beaucoup qui font des gaffes et qui montrent leurs vraies idées, leur vrai visage. Et c'est là que tu vois que c'est un parti qui est extrêmement dangereux. C'est un parti qui trempe, on va dire, dans l'illégalité. C'est un parti qui descend du nazisme et qui a été créé par eux. Moi, je les associe pas au nazisme, je les associe à la guerre d'Algérie et à l'OAS. Et je pense que c'est important pour les gens de connaître cette histoire parce que je pense qu'ils se rendent pas compte pour qui ils votent. Il y a que les habits qui ont changé, mais pas les idées. En fait, il a pas tellement changé, quoi. C'est toujours le rejet de ce qui n'est pas soi-même. Et les liens avec ces politiques actuelles, déjà c'est sur les thématiques migratoires. Enfin, on a quand même une loi immigration là récemment qui a réussi à instaurer le concept de préférence nationale. Qui a en tout cas un petit peu placé cet élément de langage dans l'espace public. Je pense que c'est important de connaître le passé du Rassemblement national parce que c'est comme un agresseur, un pédophile, même s'il dit qu'il a changé, normalement, ces personnes n'auront toujours pas le droit de s'approcher de ses victimes. Parce que en fait, il faut le temps de renouveler les armes idéologiques, parce qu'avant c'était le RN, c'était la honte de voter ça. Mais en fait, ça s'est tellement normalisé que aujourd'hui c'est plus une honte, c'est limite une fierté, tu vois, en mode la fierté d'être patriote, la fierté d'être français, alors que tu peux être français et patriote tout en étant de gauche. Mais du coup, qu'est-ce qui différencie les fascismes historiques du Rassemblement national ? Ou plutôt, pour reprendre mon postulat, pourquoi est-ce qu'on pourrait qualifier le Rassemblement national de parti fasciste ? Pourquoi est-ce que je qualifie le Rassemblement national de parti fasciste ? Qu'est-ce qui, dans les définitions du fascisme que je viens de donner, qu'est-ce qui s'applique ou pas au Rassemblement national ? Pour débuter cette partie, je vous propose qu'on fasse un point historique. Quand, pourquoi et comment le Rassemblement national ? Le Rassemblement national, ou Front national, il ne serait pas le Rassemblement national sans Jean-Marie Le Pen, et c'est par là qu'on va commencer. Jean-Marie Le Pen, il se politise à la fin des années 40 à Paris, plutôt dans une aile bien à droite du milieu estudiantin. Il fréquente notamment l'Action française, une ligue nationaliste et royaliste d'extrême droite. Ce qui est important pour la suite de l'épisode, c'est de bien comprendre les idées de Jean-Marie Le Pen. Commençons par son anticommunisme profond. De ce que j'ai compris, cet anticommunisme, il va de pair avec la défense de l'empire français et du colonialisme. En 1974, Jean-Marie Le Pen, il dit par exemple, en parlant de la guerre du Vietnam, je cite, « J'ai eu le sentiment que l'Europe et la France étaient en guerre avec le communisme. » Fin de citation. Et c'est pareil en Algérie. Les tortionnaires français, dont faisait partie Jean-Marie Le Pen, lorsqu'il lutte contre les indépendantistes du FLN, il pense mener un véritable combat civilisationnel contre un soi-disant communisme mondial. Bref, tout ça pour dire quoi ? Que cette conviction de lutter pour un Occident menacé et contre un communisme mondial, ils sont au cœur du Front National dès sa création en 1972. Et Jean-Marie Le Pen, il est placé à la tête du parti notamment à cause de son anticommunisme central. C'est un critère qui a été décisif pour d'autres dirigeants, notamment les anciens Waffen-SS qui ont affronté l'armée rouge pendant la guerre. Bref, l'idée de créer le Front National, elle vient notamment d'Ordre Nouveau, un mouvement nationaliste d'extrême droite violent. L'idée, en fait, c'est de créer un parti pour sortir de la marginalité, peser dans le débat public, intégrer le système électoral, notamment pour les élections législatives de 1973, et ainsi s'ériger en barrage contre l'union de la gauche. Le Front National, des années 70, il défend un discours, il a un discours libéral et promeut les valeurs dites traditionnelles. La question européenne est également très présente dans les documents de propagande électorale, et le parti défend d'ailleurs l'unité européenne,
Jean-Marie Le Pen allant même jusqu'à envisager des abandons limités de souveraineté. Aussi, à ce moment-là, le Front National, c'est alors la seule formation à s'auto-définir de droite, un terme honteux depuis la libération de 1945. Enfin, bien que le parti se présente comme une vitrine légale et respectable, toutes les familles de l'extrême droite sont les bienvenues. Jean-Marie Le Pen, il explique même que le parti il autorise la double appartenance et respecte les choix idéologiques de ses adhérents. En d'autres mots, on peut à la fois être adhérent d'un groupuscule extra-parlementaire violent et membre du Front National. J'ouvre une parenthèse pour rappeler quand même que Jean-Marie Le Pen, avant d'être élu à la tête du Front National, il a été à la direction de la SERP, une maison de disques qui réédite les chants et les chœurs du Troisième Reich. J'ajoute aussi que Jean-Marie Le Pen, c'est un multirécidiviste condamné notamment pour incitation à la haine ou apologie de crimes de génocide. Fin de la parenthèse. Reprenons au choix de Jean-Marie Le Pen comme chef du Front National. Ce choix, il n'est pas anodin, parce que, peu connu du grand public, Jean-Marie Le Pen, il passe pour quelqu'un de, disons, plutôt modéré, ce qui est parfait pour dédiaboliser l'extrême droite et élargir sa base électorale. Le but avec Jean-Marie Le Pen, c'est de populariser une doctrine nationale et sociale d'extrême droite pour capter le vote ouvrier. Je sais pas vous, mais moi ça me rappelle ce qu'on dit tout à l'heure sur le marketing politique, etc. Bref. Autre petite parenthèse sur le nom et le logo du parti. Si vous connaissez pas le logo, en gros c'est une flamme bleue et rouge qui n'a pas beaucoup changé depuis les débuts du parti. Cette flamme, elle a été reprise gratuitement au mouvement social italien, qui a d'ailleurs financièrement aidé le Front National, et le mouvement social italien, pour vous donner une idée, il utilisait ce logo comme un symbole de l'éternité de Mussolini. Pour le nom Front National, il ne vient pas du mouvement de la résistance intérieure française créé par le Parti communiste pendant la Seconde Guerre mondiale, mais plutôt du rassemblement des ligues nationalistes qui, en 1934, s'étaient regroupées pour faire face au Front populaire. Parenthèse fermée, avançons un peu dans le temps pour essayer de comprendre ce qui a changé ou pas. Parce que c'est vrai qu'avec le recul électoral, symbolique et politique du Parti communiste français, l'anticommunisme du Front ou Rassemblement national, il est de moins en moins perceptible. Toutefois, je pense qu'il reste central dans l'idéologie de l'extrême droite et du Front National. On le voit par exemple lorsqu'en 2024, en plein débat avec la tête de liste du Parti communiste français, Léon Desfontaines, Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national, insulte son concurrent de communiste. Bon, cet anticommunisme, on peut aussi dire qu'il va de pair avec le colonialisme ainsi qu'avec toutes les formes de racisme. C'est par exemple dans les années 80 que le concept de préférence nationale il émerge au Front National, notamment avec le slogan « Les Français d'abord ». On va s'attarder un peu sur ce racisme parce que c'est important pour comprendre le parti, le fascisme, mais aussi la politique française en général. En gros, dans les années 80-90, une bonne partie de la gauche présente le racisme et la xénophobie comme des problématiques en dehors du jeu politique légitime de la société française en général et finalement plutôt intrinsèques au Front National et à Jean-Marie Le Pen. On dit par exemple que si d'autres politiques sont racistes, c'est parce que elles font du Le Pen. Cette rhétorique, elle ne permet pas d'interroger le racisme en tant que production institutionnelle et systémique. Pour le dire autrement, la diabolisation de Jean-Marie Le Pen, elle n'a pas permis d'enrayer la progression de ses idées. Elle a plutôt rempli une fonction d'exutoire, masquant dans le même temps l'ampleur du racisme de la société française. Pourtant, le racisme, il devrait davantage être considéré comme une dimension importante dans la construction de l'État français. Pour vous donner un exemple peut-être plus parlant, bien que les déclarations antisémites de Jean-Marie Le Pen elles choquent, elles n'interrogent pas pour autant la durable et profonde implantation de l'antisémitisme dans la société française et plus largement dans les sociétés européennes depuis plusieurs siècles. Ce que je veux dire, c'est que on rappelle fréquemment les déclarations antisémites, négationnistes et j'en passe de Jean-Marie Le Pen. Parfois, on rappelle aussi que les fondateurs du parti étaient d'anciens pétainistes, collaborationnistes et membres des Waffen-SS. Néanmoins, on oublie souvent de souligner la forte présence des anciens militants et sympathisants de l'OAS. Pourtant,
les guerres d'Indochine et d'Algérie, elles sont primordiales pour comprendre les parcours militants et politiques des membres du parti. Là, je pense qu'on a bien parlé de Jean-Marie Le Pen, mais et Marine. C'est vrai, Jordan Bardella, il a dit qu'il connaissait pas l'histoire de Jean-Marie Le Pen, mais et celle de Marine Le Pen. Depuis les années 2000, Marine Le Pen, fille de Jean-Marie Le Pen, elle prend une place assez importante au sein du parti. Dès 2003, elle tente une nouvelle fois de dédiaboliser le parti, remettant en cause le lepénisme historique, stratégie qui d'ailleurs dérange les cadres historiques du parti. En 2011, Marine Le Pen est élue présidente du Front National avec presque 68% des voix des militantes et son succès il se confirme lors de l'élection présidentielle de 2012 où elle fait un score historique de plus de 17% au premier tour. En 2014, à quelques mois des élections municipales, Marine Le Pen, elle se sépare des candidats dont les débordements ont été largement relayés dans la presse. La leaduse veut redonner de la crédibilité à son parti, transformant par exemple son principe de préférence nationale en priorité nationale, sans pour autant changer le fond de ses idées. En 2015, Jean-Marie Le Pen y réaffirme que les chambres à gaz ne sont que, je cite, un détail de l'histoire, et y refuse de considérer le maréchal Pétain comme un traître. C'est à ce moment-là que sa fille engage une procédure disciplinaire contre lui et qu'il est suspendu par le bureau exécutif du parti. En 2018, le Front National y devient le Rassemblement National et c'est un changement symbolique puisque c'est une façon de soi-disant rompre avec l'héritage de Jean-Marie Le Pen. Je dis soi-disant parce que quand on analyse le parti depuis sa création, je pense pas qu'on puisse dire que le Rassemblement National, ancien Front National, ne soit plus un parti fasciste. Pour moi, les changements au sein du parti sont plutôt d'ordre de l'habillage, du superficiel. Il n'y a pas de changement de fond. Ce que je veux dire, c'est qu'au sein du parti, aucune excuse, aucun travail de mémoire n'a été fait et les idées, elles n'ont pas vraiment évolué. C'est pour ça que je pense pas qu'on puisse dire que le parti il est rompu avec son passé violent et fasciste. Le parti il a simplement appris à masquer ce qui était gênant et il sait maintenant jouer avec les codes du système pour mieux l'intégrer. Avant de terminer, j'aimerais débunker ce mythe partiel du FNRN résistant. Parce que non, le Front National n'est pas un parti de résistante à l'oppresseur nazi comme certaines l'affirment. Un article disponible sur le site de TF1 revient sur l'affirmation de Marine Le Pen qui, en 2023, explique que de nombreuses personnalités issues de la résistance ont participé à la fondation du Front National. À la télévision, Marine Le Pen, elle cite notamment Georges Bineau. Ancien résistant, président du Conseil national de la résistance, il est aussi un fervent partisan de l'Algérie française. C'est ainsi qu'il se retrouve au début mêlé à l'histoire du Front National, parti qu'il quitte ensuite avant même sa création. Toutefois, comme l'explique très justement le média Blast, il existe bien un résistant avéré parmi les fondateurs du parti, et c'est Roger Olindre, résistant oui, mais aussi connu pour avoir été un ardent défenseur de l'empire colonial français. Ce que montrent ces articles, c'est l'énorme raccourci que fait Marine Le Pen et ses sympathisantes. Le parti s'est davantage construit autour de partisanes de l'Algérie française, d'antigaullistes ou d'anciens nazis. Et ces anciennes résistantes, si elles intègrent ou collaborent de près ou de loin avec le parti, c'est pas en tant que représentantes de la résistance française, mais bien comme partisanes du colonialisme, défenseureuses de l'Algérie française ou nostalgiques de l'OAS. Et on en revient encore une fois au racisme et au colonialisme que j'ai évoqué tout à l'heure. Finalement, en quelques mots, pourquoi est-ce que selon moi, tous les critères du fascisme évoqués par Umberto Eco, ils peuvent se retrouver au sein du FNRN. Déjà, le FNRN, c'est un parti conservateur qui défend des idées traditionnalistes. Par exemple, bien que plus vraiment ouvertement queerphobe, le parti ne défend jamais les avancées des personnes queer. De plus, le parti promeut une vision extrêmement hétéronormée de la famille, réduisant la PMA à une réponse médicale aux problèmes de stérilité et le mariage pour tous à un Pax amélioré. Pour le dire autrement, la queerphobie, elle n'a pas disparu, elle est juste tue. Et de la même manière, le FNRN, il s'oppose au progressisme et à la pensée critique. Dans un communiqué de presse publié sur le site du parti en 2023, le député Roger Chudeau, il décrit la religion woke comme une nouvelle religion qui déferlerait sur l'Europe et qui viserait à déconstruire les piliers de la civilisation française. Rien que ça. Autre exemple, le parti,
il s'oppose régulièrement à l'écriture inclusive, aux réunions non mixité, à la entre guillemets menace transgenre ou à la propagande LGBT à l'école, bref. Aussi, le FNRN, il ne supporte pas le désaccord. Par conséquent, il stigmatise ou criminalise constamment les minorités politiques ainsi que ses adversaires politiques, les utilisant comme des leviers de mobilisation électorale. Pour terminer ce point, je pense que le FNRN il peut également être qualifié de parti raciste. En 2022, dans son discours à Valoris, Marine Le Pen, elle parle par exemple d'émigration de peuplement. Pour en rajouter une couche, une enquête publiée dans Les Jours en 2025 identifie 9 députés RN dans un groupe Facebook raciste, antisémite et homophobe. Pour terminer en beauté, comment ne pas parler de Caroline Parmentier, qui est pour moi l'illustration parfaite de ce parti qui essaie de, faire bonne figure. Décrite comme une femme de talent par Marine Le Pen, Caroline Parmentier, elle utilise des concepts violents comme ceux de, je cite, lobby juif, lobby LGBT, ou décrit les banlieues françaises comme barbares dans les pages du quotidien présent. Bon, si on continue sur les critères d'Umberto Eco, je pense qu'on peut dire que le FNRN, il utilise la colère et la frustration des gens comme levier électoral. La précarité, le sentiment de déclassement ou d'abandon de la part des institutions, ces idées, tout ça, je trouve que elles reviennent assez souvent dans les discours du parti, et notamment à Valoris, où Marine Le Pen parle des Françaises en souffrance. La chef de parti, elle décrit une France ouverte à toute la misère du monde, qui organise sa soi-disant propre submersion. Ce maniement des émotions et des affects, ajouté au traditionnalisme et au racisme mentionnés plus tôt, ils nous conduisent directement à d'autres critères décrits par Umberto Eco, le nationalisme ainsi que la guerre contre des ennemis à la fois humiliants et faibles. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que les ennemis sont les entre guillemets wokistes, les musulmans, les migrants et plus généralement les étrangères et les personnes non blanches. En effet, le FNRN, avec son discours identitaire, il met en valeur une France menacée et il promeut le rejet des autres ainsi qu'une vision stéréotypée des personnes qui nous sont inconnues. Aussi, selon moi, le FNRN, il s'ancre complètement dans l'élitisme populaire et le populisme qualitatif que définit Umberto Eco. Le parti, il se positionne assez souvent contre ce qu'il appelle le système ou contre les élites, valorisant plutôt les Françaises, les patriotes comme ils disent, et pour le dire autrement, en fait, le parti, il essentialise les Françaises. Il en fait un bloc homogène et se place comme un garant, comme le seul espoir, comme le seul parti qui peut porter la volonté des Françaises. Un peu dans le même registre, le FNRN, il se place en martyr anti-système qui combat avec force et courage pour la France et les Françaises. Et la victimisation du parti, elle est constante, comme par exemple cette année où le parti parle des soi-disant juges rouges. Je crois aussi qu'on peut dire que le FNRN, il désigne parfois les Françaises comme des martyrs, parlant d'un sentiment de déclassement, d'un grand péril, et d'une France qui disparaît, comme à Valoris en 2022. D'ailleurs, le FNRN, il utilise ses propres concepts, sa propre novlangue, depuis largement reprise dans le champ politico-médiatique sans questionnement et sans analyse scientifique. Je pense notamment à des termes comme préférence nationale, submersion migratoire ou français de papier. Bref, et enfin, le FNRN, en dépit de son pinkwashing permanent, il n'est pas l'ami des droits des femmes. De par ses idées antisociales, le parti cible d'abord les femmes, notamment racisées ou handicapées. Le parti, il instrumentalise également les violences faites aux femmes pour servir ses violents discours racistes et xénophobes. De plus, de par ses différents votes, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, il est clair que le FNRN, il s'oppose aux revendications portées par les mouvements féministes et souhaite cantonner les femmes à des rôles de ventre au service de leur mari. Voilà, maintenant que j'ai fait mes petits liens entre le fascisme tel qu'il est défini par Umberto Eco et le FNRN, que faire ? Selon Emmanuel Macron, il ne faudrait pas essayer de battre l'extrême droite avec des arguments historiques et moraux. Selon lui, c'est contre-productif pour la simple et bonne raison que 1. L'extrême droite s'est transformée depuis les années 90 et que 2. De nombreux électoristes ne votent pas pour l'histoire du parti. Ça vous rappelle pas un peu ce qu'a écrit Jordan Bardella dans son livre ? Bon, bref. Le FNRN, c'est un parti qui, il faut se le dire, se distingue par sa capacité de résilience,
dans un contexte d'effondrement progressif de ses concurrents, qu'ils soient de droite, de gauche ou du centre. Par conséquent, le parti il a une position centrale dans le jeu politique français. Tous les autres acteurs politiques se positionnent constamment en rapport aux prises de parole, aux positions du FNRN. C'est vrai qu'on assiste plutôt à un blanchiment symbolique et médiatique de l'extrême droite, au détriment des idées et des mouvements de gauche. Là où on associe parfois le wokisme à l'intolérance et à la cancel culture, on oublie de rappeler que l'extrême droite s'attaque régulièrement aux libertés individuelles, telles que la liberté de penser ou de publier. De plus, ce qu'on appelle parfois l'extrême centre, elle tend vers l'extrême droite, si bien que certaines parlent de libéralisme autoritaire. Ce truc entre l'extrême centre et l'extrême droite, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'histoire et dans les travaux de Johann Chapoutot sur le nazisme. Ce qu'il appelle la modernité nazie a par exemple séduit les élites intellectuelles et politiques, mais aussi les journalistes ou essayistes des années 30. Bref, pour en revenir au présent et à la situation politique française actuelle, certaines parlent d'autoritarisme du capital qui tend la main au fascisme. On peut parler de continuum fasciste. Exemple, la dissolution de la jeune garde antifasciste annoncée par Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur en ce début 2025, pourrait être considérée comme un point important de ce continuum. Et si les contextes changent, que les fascismes se transforment, les outils antifascistes, ils doivent eux aussi évoluer pour s'adapter. Et dans un moment où le bloc adverse, le bloc de gauche, le bloc ouvrier, appelez-le comme vous voulez, il ne constitue plus vraiment une force d'opposition, il faut créer de nouveaux moyens de résister, de lutter. Penser la résistance, c'est essentiel, et franchement, il ne faut pas attendre le fascisme affirmé pour se déclarer antifasciste. Au contraire, ce qu'il faut, c'est identifier le ou les fascismes comme on vient de le faire, ainsi que créer, définir les outils possibles pour lutter contre. Bon, au fond, cet épisode, il est assez général. Le but pour moi, en tant qu'antifasciste, c'est vraiment d'argumenter, de vous montrer pourquoi je pense qu'il est possible et correct de définir le FNRN de parti fasciste. Et je pense que c'est important. Important de définir ou redéfinir, expliquer ou réexpliquer, mais aussi promouvoir les concepts scientifiques, dont le concept de fasciste. L'histoire avec un grand H, le travail historique, il doit être utilisé pour comprendre et analyser le présent, pour comprendre nos vies actuelles et ne pas reproduire nos erreurs du passé. Bref, si certaines veulent aller plus loin, je vous donne quelques recommandations. Déjà, j'ai mis quelques articles de Street Press dans la bibliographie de l'épisode pour celles qui souhaitent s'intéresser à des députés ou des collaboratrices en particulier. Ensuite, je vous conseille le documentaire d'Al Jazeera intitulé Generation Hate, publié en 2018 et dispo sur YouTube. Enfin, vous pouvez écouter les prises de parole de Johann Chapoutot, historien du nazisme, dont les ouvrages m'ont énormément aidé pour cet épisode, ainsi que celles d'Hugo Paletta, sociologue spécialisé sur le fascisme. Ce dernier anime aussi un podcast intitulé Minuit dans le siècle, si ça vous intéresse. Voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a permis de réfléchir au fascisme et au Rassemblement national. Peut-être que Jordan Bardella a aussi appris des choses, qui sait. En tout cas, j'espère que vous avez, appris plein de choses et que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas. Et pareil, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et on se dit à très vite. Bisous!